Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous remercie d'être aussi nombreuses et nombreux ce soir pour la troisième conférence de ce cycle consacré au bonheur. La semaine dernière, certains ou certaines d'entre vous étaient déjà présents pour les deux premières conférences. L'une qui était une conférence introductive qu'Hélène Villermé et moi avons donnée, puis une conférence de Bernard Sèvres consacrée au bonheur dans la philosophie de Montaigne. Ce soir, nous recevons Blaise Benoît. Blaise Benoît est professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Clémenceau de Nantes. Il est également chargé de cours au département de philosophie de l'Université de Nantes et chercheur associé au Centre atlantique de philosophie de cette même université. Il est titulaire de l'agrégation de philosophie en France et il est docteur en philosophie de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avec une thèse soutenue en 2006 sous la direction du professeur Blondel et qui avait pour titre « Nietzsche et le problème de la justice ». Il est donc un grand spécialiste de Nietzsche et à ce titre, il est membre du groupe international de recherche sur Nietzsche. Il est l'auteur d'une série d'articles sur Nietzsche dans des revues universitaires et des ouvrages collectifs publiés en France mais aussi au Brésil notamment. Je voudrais mettre en avant les deux ouvrages qu'il a publiés. La philosophie de Nietzsche, le premier titre, aux prestigieuses éditions Vrin en 2019, avec une réédition en 2021, ce qui est vraiment le signe du succès de ce livre. Et dans ce livre, il propose à la fois une interprétation synthétique de la pensée de l'auteur allemand et une étude de ses œuvres principales. C'est vraiment un ouvrage précieux, je pense, parce qu'il est à la fois un moyen de découvrir la philosophie de Nietzsche, mais aussi pour ceux et celles qui voudraient approfondir leurs connaissances et orienter leur lecture. C'est vraiment un ouvrage important. Plus récemment, en 2023, il a écrit l'appareil pédagogique de l'édition d'un texte de Nietzsche, que je tiens en main, De la vérité et du mensonge au sens extramoral. Ce texte, d'ailleurs, bénéficie d'une nouvelle traduction de la part d'un autre très grand spécialiste de Nietzsche, Patrick Voetling. Ce livre a été publié chez Flammarion dans la collection GF Philo, que dirige ma collègue Hélène Villermé. C'est vraiment un livre très utile pour comprendre le texte de Nietzsche et le mettre en question. Si vous avez l'occasion de le feuilleter en librairie, vous verrez que c'est un appareil pédagogique très intéressant. Vous l'aurez compris, le professeur Blaise Benoît est donc un éminent spécialiste de Nietzsche et c'est donc avec joie et honneur que je lui cède la parole pour une conférence qu'il a intitulée « Nietzsche, problématisation du bonheur », problématisation au pluriel. Je vous remercie. Merci beaucoup. Jusqu'à 21. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Merci au Collège Belgique, merci au professeur Leclerc de m'accueillir dans ce lieu prestigieux. Merci à Hélène Villermé et donc à Johan Malinge qui vient de s'exprimer. Merci à messieurs Renis et Morès pour l'organisation. Merci à toutes et à tous d'être venus. Le titre donc est Problématisation nietzschéenne du bonheur. Pourquoi utiliser le terme problématisation et de surcroît au pluriel? Il est possible que la définition du bonheur constitue une tâche délicate, mais rechercher le bonheur n'est-il pas une quête qui s'impose parce que nous sommes humains et que tout simplement les hommes cherchent le bonheur? Autrement dit, le bonheur n'est-il pas fondamentalement le but de l'existence? Par exemple, Aristote déclare « Le bonheur », vous avez ça donc qui défile, hein, « le bonheur est quelque chose de parfait et qui se suffit à soi-même et il est la fin de nos actions. » Friedrich Nietzsche, donc à la française on prononce plutôt Nietzsche, hein, Nietzsche est néanmoins ce penseur allemand qui affirme que, premièrement, l'homme n'a rien d'une réalité stable dont nous pourrions énumérer les constantes. Deuxièmement, il n'y a pas de but inscrit par nature dans l'existence. Troisièmement, l'idée même de bonheur, das Glück en allemand, doit être évaluée.
et cette évaluation débouche sur une critique sans concession. Nietzsche est en effet un philosophe du tragique. La souffrance, pour lui, est non seulement indépassable, mais elle est encore à valoriser. Quatrièmement, c'est la puissance qui est à vouloir, et non pas le bonheur. Donc, est-ce que l'affaire est classée? Non, car Nietzsche réutilise régulièrement la notion de bonheur. Tension, opposition, contradiction typique d'un penseur qui revendique les oppositions internes, on est conduit à le penser lorsqu'on lit par exemple cet extrait du Crépuscule des idoles. On est fécond qu'à ce prix, être riche en opposition. Gegensätze, on pourrait presque traduire par contradiction. On est fécond qu'à ce prix, être riche en contradiction. Ou alors, quelle est la logique qui conduit Nietzsche à réintroduire le bonheur après l'avoir discrédité? Nous allons ouvrir ce dossier complexe. Pas simplement parce que notre curiosité intellectuelle pourrait être piquée, mais parce qu'il s'agit plus largement de savoir comment vivre. Mais évidemment, Nietzsche ne rédige pas de manuel. Comment vivre en dit le son, quoi. Le manuel, littéralement, c'est ce qui se tient sous la main et qu'il suffirait d'appliquer. Problématisation du bonheur, au pluriel donc. Nietzsche considère le bonheur als Problem, dit-on en allemand, c'est-à-dire comme problème, parce qu'il saisit l'existence en général comme problème. Alors lançons-nous. Dans le premier moment, donc l'exposé comportera deux grandes parties. Dans le premier moment de cette investigation, je reprends point par point les 4 objections que je viens d'énumérer dans cette introduction. Premièrement, l'homme n'a rien d'une réalité stable dont nous pourrions énumérer les constantes. Je fais référence ici à Par-delà bien et mal, un ouvrage paru en 1886. L'homme est l'animal qui n'est pas encore fixé de manière stable, écrit Nietzsche. Autrement dit, l'homme est en devenir. Il est une réalité mouvante, il est une réalité provisoire. Il est un équilibre instable, toujours en voie de se modifier. Alors, vers quoi l'orienter? La question nietzschéenne est de savoir comment construire l'élévation de l'homme. Dans ces conditions, donc Erhöhung, on retrouvera ce terme. Dans ces conditions, dire que l'homme recherche le bonheur, c'est présupposer une essence, un fondement stable de l'homme, une essence en réalité introuvable. L'anthropologie, au sens littéral, désigne la science de l'homme, l'étude de l'homme, anthropos en grec. Or, selon Nietzsche, identifier des constantes ne vaut que pour telle ou telle période précise de l'histoire. Dire du bonheur qu'il est une donnée anthropologique, dire que l'homme cherche le bonheur parce qu'il est un homme, c'est donc ne pas dire grand-chose. Plus précisément, éterniser ce qui est transitoire, c'est manquer ce que Nietzsche appelle le Philosophie historique, das historische Philosophieren, le philosophie historique fondé sur le sens historique, historischer Sinn, donc le sens historique en son sens éminent. Je lis ici avec vous, Humain trop humain, donc le paragraphe 2 du volume 1. Défaut héréditaire des philosophes. Tous les philosophes sont affectés par le défaut commun de partir de l'homme d'aujourd'hui et de penser parvenir à leur but par l'analyse de celui-ci. Ils envisagent involontairement l'homme comme une eterna veritas, vérité éternelle, comme un invariant au beau milieu du tourbillon, comme une sur-mesure des choses. Mais tout ce que le philosophe énonce au sujet de l'homme se résume en tout et pour tout à un témoignage sur l'homme d'une période très restreinte. Le manque de sens historique est le défaut héréditaire de tous les philosophes. Nombre d'entre eux prennent même de but en blanc la configuration la plus récente de l'homme, laquelle est née sous la pression de certaines religions, voire de certains événements politiques, pour la forme stable dont il faut nécessairement partir. Ils ne veulent pas apprendre
que l'homme est devenu, que le pouvoir de connaître aussi est devenu, mais tout est devenu. Il n'y a pas de fait éternel, tout comme il n'y a pas de vérités absolues. Il en résulte que c'est la philosophie historique qui est nécessaire à partir de dorénavant, et avec elle, la vertu de modestie. Donc, pour Nietzsche, ici, nous éternisons l'homme au lieu de le saisir comme une réalité évolutive, comme une réalité historique. Alors, nous reviendrons sur le sens historique qui comporte plusieurs facettes, un peu plus loin dans l'exposé. Deuxièmement, il n'y a pas de but inscrit par nature dans l'existence. Que veut dire but de l'existence ? Dans le tout premier paragraphe d'un ouvrage paru en 1882 intitulé Le Gai Savoir, Nietzsche observe la succession dans l'histoire, et il n'est pas dans l'exemplier, Nietzsche observe la succession dans l'histoire des théoriciens du but de l'existence. Je récapitule à grands traits ce paragraphe qui ne figure pas sur l'écran ici. Avec l'idée de but de l'existence, on prend l'existence au sérieux, on aime la vie, on en prend soin en assurant la conservation de l'espèce humaine. Puis, ce qui est pris au sérieux se dilue dans ce que Nietzsche appelle dans ce même paragraphe 1 du Gai Savoir l'éternelle comédie de l'existence. Il apparaît donc que l'existence n'a pas de but d'elle-même, par elle-même. Il n'y a pas de télos, ce terme grec qui signifie le but. Nietzsche récuse la téléologie, c'est-à-dire l'examen de l'existence à partir de fins, de buts, d'objectifs, de normes censées s'incarner objectivement dans la vie, dans toute vie. Nietzsche considère en effet que la nature est prodigue au-delà de toute mesure. Je cite ici le paragraphe 9 de Par-delà bien et mal. Prodigue au-delà de toute mesure. Autrement dit, la nature dépense sans compter pour Nietzsche. Plus largement, comme Nietzsche le précisait déjà dans le paragraphe 109 du Gai Savoir, le monde est chaos et non cosmos. Cosmos, en grec, veut dire ordre, beauté, finalité, mais d'abord ordre. Chaos signifie l'inverse, le désordre. Au paragraphe 62 de Par-delà bien et mal, au rebours de toute idée de but de l'existence, Nietzsche évoque la loi d'absurdité régissant l'économie d'ensemble de l'humanité. S'orienter vers le bonheur n'a donc rien d'une évidence, parce qu'aucun but ne s'impose de lui-même dans l'existence. Aucun but ne s'impose par une force d'entraînement censée être objective. Il apparaît que les normes sont des évaluations qui ont à triompher d'autres évaluations pour prédominer. Elles ne s'imposent pas spontanément, par nature, pourrait-on dire. Mais alors, s'il doit être soumis à examen, que penser du bonheur ? Je développe donc le point numéro 3. L'idée même de bonheur doit être évaluée. Or, cette évaluation débouche sur une critique sans concession. Dans le bonheur, on rencontre une forme de contentement, pas simplement la satisfaction. La satisfaction pourrait en effet être construite par la raison. On pense par exemple à la satisfaction du devoir accompli, une satisfaction qui résulte de l'examen rationnel. Un engouement affectif et sensible est requis pour que l'on parle de bonheur. Et cet engouement affectif et sensible, il faut bien l'appeler le plaisir. Or, Nietzsche critique l'hédonisme, autrement dit, la recherche du plaisir, hédoné en grec. Bien sûr, Nietzsche valorise quand même, par exemple, le plaisir artistique. On le sait, il a notamment la musique en haute estime, en très haute estime. Il a joué du piano, il a improvisé, composé, avec beaucoup d'allant et de joie. Et toute sa vie durant, il a tenté de fixer l'apport de la musique de Wagner
à l'essor de la culture. La musique parle au corps et engendre une élévation spirituelle, ce qu'il faut bien reconnaître. Mais à l'évidence, il existe toutefois des plaisirs bas, des plaisirs grossiers qui nous anesthésient en prétendant nous stimuler. Que de bière dans l'intelligence allemande, écrit Nietzsche dans Le crépuscule des idoles. Bon. Mais la bière, n'est-ce pas le plaisir? Le plaisir tout à fait appréciable des papilles. Oui, mais pour Nietzsche, la bière engendre avant tout lourdeur, torpeur, lenteur, à l'inverse de l'élévation spirituelle. Même l'Aleph, oui, pour Nietzsche, même l'Aleph. Bon, lire Nietzsche est parfois une torture, il faut bien le reconnaître. Reprenons. On ne peut pas valoriser tout plaisir. Voilà ce que nous dit Nietzsche. On ne peut donc pas valoriser par principe le plaisir. Nietzsche n'est pas hédoniste. Au cœur de ce cycle de conférences, on rencontre le démonisme. Or, Nietzsche s'en prend précisément à le démonisme, c'est-à-dire, non pas l'hédonisme, mais la philosophie qui constitue le bonheur, eudaimonia en grec, en but de l'existence. Ne confondons pas hédoné, le plaisir, et eudaimonia, le bonheur. Dans le paragraphe 225 de Par-delà bien et mal, Nietzsche insiste sur ce point. Alors, on peut justement lire le début de ce paragraphe 225 de Par-delà bien et mal. Nous allons revenir régulièrement à ce paragraphe qui est décisif en réalité. Hédonisme, pessimisme, utilitarisme ou eudémonisme, tous ces modes de pensée qui mesurent la valeur des choses en fonction du plaisir et de la peine, c'est-à-dire en fonction d'états concomitants et d'éléments accessoires, sont des modes de pensée superficiels et des naïvetés. Ce début de paragraphe est très important, parce que les 4 termes que Nietzsche regroupe n'ont à première vue rien à voir. L'hédonisme, on vient de le voir, désigne la recherche du plaisir. Le pessimisme est une façon d'envisager l'avenir. Comme son nom l'indique, l'utilitarisme constitue l'utile en pivot de l'organisation de la vie. Le démonisme, on vient de le voir là aussi, est quête du bonheur. Incontestablement, ces 4 termes sont distincts. Or, Nietzsche les réunit. Au fond, ce sont d'après lui des espèces différentes d'un même genre. Quel genre? Dans chacun de ces 4 cas, ce sont nos états physiopsychologiques qui sont au premier plan. Physiopsychologie, c'est une formule que Nietzsche utilise au paragraphe 23 de Par-delà bien et mal. Donc, nos états physiopsychologiques sont appréhendés d'après le plaisir et la peine. Reprenons ces 4 termes alors en précisant cette convergence. L'hédonisme valorise le plaisir. Le pessimisme, il est la caractérisation de l'avenir comme source de désagrément. Dans le pessimisme, on est amer relativement à ces désagréments à venir. On les déplore, on redoute la peine qu'ils vont engendrer. L'utilitarisme. L'utilitarisme, fondé par le philosophe britannique Bentham, envisage le principe d'utilité comme principe du plus grand bonheur du plus grand nombre d'individus. Nietzsche y fait rarement référence à ce philosophe, Bentham. Il se réfère un petit peu plus à l'un de ses continuateurs, le philosophe britannique John Stuart Mill. Alors, Mill insiste sur le bonheur, happiness en anglais. Il insiste sur le bonheur à l'échelon collectif à partir d'une définition du bonheur rapportée au plaisir, précisément. Donc, on peut lire quelques textes. D'Épicure à Bentham, tous les auteurs qui ont défendu la doctrine de l'utilité ont désigné par ce mot non pas quelque chose qui dût être opposé au plaisir, mais le plaisir même, en même temps que l'absence de douleur. Et bien loin d'opposer ce qui est utile à ce qui est agréable ou élégant, ils ont toujours déclaré que le mot utile désigne également ces choses-là, parmi d'autres. Deuxième texte.
La doctrine qui donne comme fondement à la morale l'utilité ou le principe du plus grand bonheur affirme que les actions sont bonnes ou sont mauvaises dans la mesure où elles tendent à accroître le bonheur ou à produire le contraire du bonheur. Par bonheur, on entend le plaisir et l'absence de douleur. Par malheur, unhappiness, la douleur et la privation de plaisir. Et dernier texte, Mill fait référence à l'idéal utilitariste comme plus grande somme de bonheur totalisé, collectif. Très important, on sépare souvent eudémonisme et hédonisme. Je l'ai fait il y a quelques instants. Et dans ce cas-là, on développe le fait que le bonheur est la quête d'une vie, que le bonheur se construit dans la durée en optant pour la stabilité de la vertu. Autrement dit, le bonheur serait indissociablement raisonnable et moral. Tandis que le plaisir, lui, il pourrait être éphémère, parfois immoral, ou en tout cas déréglé et violent lorsqu'il se manifeste dans certaines jouissances de grande intensité. Il y aurait alors une hiérarchie, le démonisme trônant au-dessus de l'hédonisme. Nietzsche, lui, se propose de revenir à la source du bonheur. Il se demande quels états physio-psychologiques sont en quête de bonheur. Les états physio-psychologiques sont, pour Nietzsche, des affects, des pulsions. Or, les affects, les pulsions, qui sont en quête de bonheur, recherchent, d'après lui, avant tout, le plaisir, au rebours de tout déplaisir. Dans cette optique, le démonisme provient d'un appétit hédoniste. Le démonisme procède généalogiquement d'une origine pulsionnelle avide de plaisir. La généalogie, donc die Genealogie en allemand, désigne dans le lexique nietzschéen une enquête sur les sources pulsionnelles de valeurs reconnues. Ça peut être le bonheur, ici. En 1887, Nietzsche écrit un ouvrage qui s'intitule « Généalogie de la morale ». Voilà. Donc, pulsion. On a sur l'écran le lexique d'Ertrieb, pulsion, on pourrait traduire par pulsion, impulsion, instinct. En tout cas, c'est une poussée infraconsciente. D'accord ? Et j'ai mis le pluriel, parce que Nietzsche utilise surtout les pulsions au pluriel, une pulsion est en lutte avec d'autres pulsions pour être elle-même une pulsion. Tout ça, ça vient du verbe allemand treiben, pousser, mouvoir, entraîner. Récapitulons alors l'apport du début du paragraphe 225 de Par-delà bien et mal que l'on vient de lire. Selon Nietzsche, entre hédonisme, pessimisme, utilitarisme et hédonisme, il n'y a pas de différence de nature, mais seulement des différences de degré. Dans chacun de ces états physio-psychologiques, on éprouve plus ou moins de plaisir, plus ou moins de peine. Revenons alors à ce fameux début du paragraphe 225 de Par-delà bien et mal. Hédonisme, pessimisme, utilitarisme ou eudémonisme, tous ces modes de pensée qui mesurent la valeur des choses en fonction du plaisir et de la peine, c'est-à-dire en fonction d'états concomitants et d'éléments accessoires, sont des modes de pensée superficiels et des naïvetés. Alors, pourquoi ces 4 modes de pensée relèvent-ils de la naïveté ? Parce que la réalité est telle qu'elle est. Autrement dit, la réalité ne se soucie pas de nos désirs, elle se déploie par-delà nos attentes. Penser qu'il soit pertinent de situer la réalité relativement à notre quête de plaisir est par conséquent naïf. Nietzsche est en effet un philosophe du tragique. Qu'est-ce que le tragique ? Tragique est d'emblée un adjectif. Telle situation est tragique, ça veut dire que cette situation est sans issue positive, cette situation est désespérée. Le malheur ne peut que sévir, et parfois sous une forme très cruelle. On pense alors à l'idée de destin. Ce malheur serait inévitable, il frapperait de plein fouet, malgré notre volonté d'y échapper. Nietzsche utilise rarement, mais tout de même parfois, le substantif das Tragische, le tragique.
hein. Un fragment posthume est ici important, un fragment posthume de 1871, ce sont des notes que Nietzsche laissait dans des cahiers et ces notes n'ont pas été publiées. Le tragique, das Tragische, exprime-t-il la forme la plus générale de l'être, Sein, la réalité, si vous voulez? Et pour Nietzsche, la réponse est oui, dans le sillage du philosophe allemand Arthur Schopenhauer. Hein? Nietzsche a lu de très près Schopenhauer. Et c'est un philosophe pessimiste, vous le savez sans doute. Je propose ici un florilège de tournures particulièrement lugubres. Hein. Toute vie, c'est donc dans Le Monde comme volonté et comme représentation, l'ouvrage majeur de Schopenhauer, et c'est pas vraiment, pardonnez-moi, hein, mais un joyeux drille. Hein. Alors, toute vie est essentiellement souffrance, et il écrit ça en capital. Hein. Bon, un peu plus loin, alors je cite dans une autre traduction qui est bien connue, la traduction Burderos, la vie oscille comme un pendule de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Ça nous laisse peu de marge. Hein. Souffrance parce qu'on n'a pas ce qu'on désire, ennui parce que, une fois le désir concrétisé, on ne désire plus ce que l'on désirait préalablement. Bon. Autre citation, qu'on résume souvent de la manière suivante, « La vie est une lutte où l'on est sûr d'être vaincu ». Bon, d'accord, très bien. Et au cas où on n'aurait pas compris, cette vie, selon sa disposition d'ensemble, n'est pas capable d'offrir une authentique félicité, le bonheur. Elle est essentiellement une souffrance multiforme et un état entièrement funeste. Hein, ne rêvez pas. Bon, d'accord. Et il va s'attaquer à l'optimisme qu'on attribue parfois à Leibniz. Hein. Je passe la citation, mais vous avez en lettre capitale « c'est infâme », d'accord. Cela revient à mépriser les souffrances sans nom de l'humanité. C'est intéressant hein, comme argument, hein, c'est-à-dire comment être optimiste au vu des souffrances qui perdurent. Est-ce que ce n'est pas une faute de goût ou une faute morale que de se proclamer ici optimiste? Et Leibniz est célèbre pour avoir dit au XVIIe siècle que ce monde est le meilleur des mondes possibles. Hein, et évidemment, Schopenhauer s'attaque à Leibniz avec des termes très directs. Hein. Le monde que nous connaissons est le pire des mondes possibles. Et il insiste dans des compléments. Hein. Parmi les mondes possibles, il est lui-même le pire. Bon. Alors, Nietzsche a lu de près Schopenhauer, il partage l'intuition schopenhauerienne d'après laquelle la souffrance est le fond de toute vie. Par conséquent, la quête du bonheur serait illusoire. Pourtant, pour Nietzsche, il ne s'agit pas de se résigner. La souffrance est à valoriser, mais pour bâtir, et non pas pour s'enliser, non pas pour végéter. C'est ici que Nietzsche s'écarte du chemin de pensée schopenhauerien. Le tragique n'implique pas nécessairement la résignation à l'absurdité de l'existence. L'existence n'a pas de but prédéterminé, tant mieux, à nous d'en inventer un. Mais alors, vers quoi s'orienter? Nous pouvons reprendre encore un autre extrait du paragraphe 225, si important, de Par-delà bien et mal. Vous, alors on commentera un peu plus tard ce vous, hein, qui est vous, si je puis dire. Vous voulez, si possible, et il n'y a pas de si possible plus dément, abolir la souffrance, et nous, il semble précisément que nous voulions, nous, qu'elle soit encore plus élevée, et pire qu'elle ne le fut jamais. Le bien-être tel que vous le comprenez, ce n'est absolument pas un but à nos yeux, c'est un terme, end, une fin, mais au sens de l'extinction, de l'anéantissement, quoi. Hein? Donc le bien-être, tel que vous le comprenez, ce n'est absolument pas un but. À nos yeux, c'est un terme, un état qui rend aussitôt l'homme risible et méprisable, qui fait souhaiter sa perte. La discipline de la souffrance, de la grande souffrance, ne savez-vous pas que c'est cette discipline seule qui a produit toutes les élévations de l'homme? Erhöhungen, donc Erhöhung au pluriel, hein, de l'homme jusqu'à présent.
Cette tension de l'âme dans le malheur qui élève en elle la vigueur, son horreur à la vue de la grande destruction, son inventivité et son courage lorsqu'il s'agit de supporter le malheur, d'y garder patience, de l'interpréter, de l'utiliser, et tout ce qui lui a été donné de profondeur, de mystère, de masque, d'esprit, de ruse, de grandeur, cela n'a-t-il pas été donné par la souffrance, par la discipline de la grande souffrance ? Point d'interrogation. Alors, texte décapant et très étonnant. En premier lieu, donc j'insiste sur deux éléments. En premier lieu, j'insiste sur la dévalorisation du bien-être. Alors, ici, ce qui est visé, c'est Wohlbefinden. Littéralement, se trouver bien, trouver du bien, rencontrer du bien qui nous détend, qui nous décontracte, qui nous apaise. Selon Nietzsche, la quête du bien-être traduit la recherche de ce qu'on pourrait appeler la mer d'huile, la recherche du calme, du repos. Mais ça traduit le manque de noblesse, le manque de hauteur de vue, la médiocrité. Le bonheur, au sens du bien-être, représente donc pour Nietzsche un idéal bas. De manière contemporaine, on pourrait dire, oui, la détente est indispensable et très agréable, mais est-ce vraiment dans un spa, par exemple, que l'on s'accomplit ? Il y a l'eau chaude, il y a les serviettes moelleuses et tièdes, bon, très bien, mais ça, est-ce que ça constitue indiscutablement l'apogée de l'existence ? Se détendre, se relaxer, c'est agréable, c'est possiblement régénérateur, mais ce n'est pas une fin, c'est un moyen. En vue de quoi ? Et on ne sait pas trop. De rien d'autre que soi-même, peut-être. Se détendre pour se détendre. Au rebours de cet enlisement, en un deuxième moment, cet extrait du paragraphe 225 esquisse une orientation vers l'élévation, Erhöhung, et la grandeur, Größe, qui présuppose la souffrance, Leiden. Dans le bien-être, je me retrouve, on dit, se consacrer, consacrer du temps à soi. Autrement dit, dans le bien-être, je reste moi-même. Sur mon transat, je suis béat, je me suffis. Au contraire, mais sans exaltation masochiste, la souffrance permet de mesurer sa propre finitude et sa propre incomplétude. J'ai à être plus que ce que je suis, dans l'ordre du dépassement de soi, Selbstüberwindung en allemand. J'ai individuellement à gagner en puissance, nous avons collectivement à gagner en puissance. Or, le bien-être ramollit, c'est une norme émolliente, on devient mou. En revanche, la souffrance contraint à se conserver, puis elle invite à croître au sens de l'élévation, de la grandeur. Cette remarque s'inscrit dans une logique de la puissance. Point numéro 4, donc, c'est la puissance qui est à vouloir, non le bonheur. Puissance, Macht, dit Macht. Je pars du paragraphe 2 de l'Antéchrist, ouvrage rédigé en 1888. Paragraphe 2, très décapant là encore. Qu'est-ce qui est bon ? Tout ce qui élève en l'homme le sentiment de puissance, la volonté de puissance, la puissance même. Qu'est-ce qui est mauvais ? Tout ce qui provient de la faiblesse. Qu'est-ce que le bonheur ? Qu'est-ce que le bonheur ? On y est. Qu'est-ce que le bonheur ? Le sentiment que la force croît, qu'une résistance est en train d'être surmontée. Non pas la satisfaction, mais davantage de puissance. Non pas la paix en elle-même, mais la guerre. La puissance supplante le bien-être, Wohlbefinden. Elle supplante le bien-être et la satisfaction, Zufriedenheit. La puissance supplante-t-elle donc le bonheur qui, dès lors, serait congédié ? Ce paragraphe 2 est très étonnant. Est-ce qu'il signifie son congé au bonheur en le redéfinissant dans la logique de la puissance pour dire, bon, le bonheur c'est dépassé, c'est la puissance qui est au premier plan ? Est-ce que c'est un désaveu ? Est-ce que c'est une façon d'amorcer une séparation ? Adieu le bonheur, passons à la puissance, d'accord ? Mais, donc une façon de le tourner en dérision. Mais on peut au contraire, finalement, se pencher sur la logique qui conduit Nietzsche à cette définition déroutante. Et là donc, j'ouvre
une deuxième grande partie de cet exposé, un deuxième axe de réflexion. La première partie de l'exposé a essayé de montrer que Nietzsche critique le bonheur. Mais en même temps, là on voit dans ce paragraphe 2 de l'Antéchrist qu'il y a une redéfinition qui s'amorce. Est-ce qu'on peut prendre cette redéfinition au sérieux et vers quoi nous conduit-elle ? Nietzsche rénove ce syntagme figé, bonheur. Il le redéfinit, il se le réapproprie. Ce n'est peut-être pas que de la dérision, d'accord ? Cette définition déroutante du paragraphe 2 de l'Antéchrist. Cette démarche est typique de ce que Nietzsche appelle le nouveau langage, Neue Sprache, dans Par-delà bien et mal, le paragraphe 4. Pour construire sa pensée, Nietzsche invente de nouvelles expressions, volonté de puissance par exemple, on en reparlera, mais il lui arrive également de détourner le sens de certains concepts de la tradition philosophique pour les conduire vers son cheminement à lui. Captation, réappropriation. Nietzsche recourt ainsi à la notion de bonheur. Il réutilise régulièrement la notion de bonheur. Je fais référence ici à deux formules extrêmement proches de deux ouvrages rédigés en 1888. L'Antéchrist, paragraphe 1, formule de notre bonheur. Un oui, un non, une ligne droite, un but. Dans Le crépuscule des idoles, formule de mon bonheur. Un oui, un non, une ligne droite, un but. Deux formules identiques, un mot près dans chacune d'elles. Mon, notre. Or, Nietzsche, nous le verrons, insiste sur le bonheur individuel tout en jetant les bases d'un bonheur collectif. Donc, l'existence n'a pas en elle-même de but, donc Zweck ou Ziel. Si l'existence n'a pas de but, alors appelons bonheur le but que je souhaite imprimer à mon existence, moi, ou que nous souhaitons concrétiser dans l'existence collective. Un but qui favorise l'élévation, la grandeur, autrement dit, la croissance de la puissance. Nous allons revenir sur ces termes, mais l'on constate préalablement que l'affirmation du caractère tragique de l'existence n'implique aucunement la neutralisation de la volonté. Le tragique n'implique pas le nihilisme. Que veut dire nihilisme, nihilismus? Le suffixe en isme indique que l'on valorise ce qui précède dans le mot. Autrement dit, nihil, qui en latin signifie rien ou néant. Nihilisme voudrait dire ne croire en rien. Or, un idéal moteur est à construire. Contre l'absurdité du monde, un horizon est à concevoir et à mettre en pratique. S'agit-il d'un bonheur? C'est ce qu'on va voir. La quête d'un surcroît de puissance sur fond de tragique s'effectue à partir d'une affirmation de l'existence. Il s'agit de dire oui à l'existence, oui, ja sagen, Bejahung. Dire oui à l'existence sans résignation, sans geindre, mais sans non plus faire l'apologie du plaisir, nous l'avons vu. Dire oui à l'existence avec gaieté, avec joie, Freude, en conférant des lettres de noblesse philosophique au rire, Lachen. La reconnaissance de l'omniprésence de la souffrance n'empêche pas Nietzsche, par exemple, de rédiger le Gai Savoir, ouvrage paru dans sa première édition en 1882, Die Fröhliche Wissenschaft, la science joyeuse, si vous voulez. Alors, clarifions tout cela. Essayons. Formule de mon et de notre bonheur. Un oui, un non, une ligne droite, un but. Examinons ces éléments dans l'ordre. Un oui, un non. Qu'est-ce que ça signifie? Cet extrait se comprend à partir du contexte de la réflexion nietzschéenne. Nietzsche écrit, dans le cas Wagner, en 1888, « L'homme moderne représente biologiquement une contradiction des valeurs. Il est assis entre deux chaises. Il dit oui et non d'un seul et même souffle. » Retenons l'expression « l'homme moderne », car nous verrons bientôt que Nietzsche fustige les idées modernes. On garde ça dans un coin de notre esprit.
L'homme moderne dit oui et non d'un seul et même souffle. Il ne sait pas choisir, il ne sait pas décider. Il est velléitaire, il est pusillanime. Pourquoi cette faiblesse de la volonté? Parce qu'il souffre d'une hypertrophie du sens historique. Ça, c'est dans la préface à la deuxième considération inactuelle, intitulée « De l'utilité et des inconvénients des études historiques pour la vie ». Nietzsche dépeint le sens historique en ces termes. Il s'agit d'après lui d'une vertu hypertrophiée. Le sens historique est alors un pharmakon, ce mot grec qui signifie à la fois poison et remède. Remède parce que la culture historique engendrée par le sens historique est nécessaire à ce qui était appelé philosophie historique dans le paragraphe 2 du volume 1 de Humain trop humain. Nous l'avons précédemment indiqué. Il existe cependant un effet pervers du sens historique. Il peut engendrer une culture historique développée, considérablement développée, tellement développée qu'elle en devient paralysante ou inhibante lorsqu'il s'agit de construire sa propre vie ici et maintenant. Les exemples du passé prolifèrent et dans leur multiplicité même, ces exemples invitent à prendre des décisions différentes et parfois diamétralement opposées. Et donc on ne sait plus quoi faire, quoi. Dans ce cas de figure, le sens historique invite à relativiser chacune de nos décisions potentielles. On hésite, on doute, on tergiverse indéfiniment. La puissance s'étiole. Cette hypertrophie du sens historique est un poison. C'est pourquoi Nietzsche en appelle à une ferme distinction entre le oui et le non. Distinction qui produirait une orientation claire pour l'existence afin d'éviter l'indécision, l'irrésolution. Préciser un oui, un non permettrait de définir fermement une ligne droite, un but. Cette orientation vers un but heurte cependant de plein fouet une tendance générale que Nietzsche appelle, l'expression est célèbre, la mort de Dieu. Alors, Dieu est mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est mort, ce n'est pas une thèse qui pourrait alimenter un débat contradictoire, une espèce de joute verbale, si vous voulez. Dieu est mort, signé Nietzsche, Nietzsche est mort, signé Dieu, et toc, réponse. Bon, non, c'est pas ça, c'est pas un débat de ce type. La mort de Dieu désigne, sous la plume de Nietzsche, un processus historique complexe de dévalorisation de l'idéal suprême, autrement dit, de Dieu. La mort de Dieu, si vous voulez, c'est une image qui donne à penser un processus général. Un soleil s'éteint, ce soleil qui s'éteint, c'est le soleil divin, d'après Nietzsche. Et là, donc, cette formule, paragraphe 343 du Gai Savoir, la croyance au Dieu chrétien, d'après Nietzsche, a perdu toute crédibilité. Mais dans le même temps, des ombres de Dieu réapparaissent, ça et là, sous des formes différentes. Il s'agit d'images approchées de Dieu, d'idoles. Par exemple, on y reviendra, l'organisation étatique souhaitée par Bismarck à l'époque. Des idoles dont Nietzsche espère la disparition prochaine. Il intitule en ce sens l'un de ses ouvrages en 1888, Crépuscule des idoles. Nietzsche dépeint ce processus de résurgence d'ombre de Dieu dans le Gai Savoir, au paragraphe 108, 125 et 343. Pourtant, l'ombre de l'absence totale d'idéal se propage. Le nihilisme se développe, d'où l'urgence de la création de nouvelles valeurs pour guider l'existence. Là, je fais référence à Par delà bien et mal, le paragraphe 211. Les philosophes véritables sont des hommes qui commandent et qui légifèrent. Ils disent « il en sera ainsi ». Ils déterminent en premier lieu le vers où, wohin, le vers où, et le pourquoi faire, wozu, de l'homme. En ce sens, la formule « un oui, un non, une ligne droite, un but » signifie l'agencement fécond de nouvelles valeurs. Oui, un bonheur collectif lié à la puissance est à construire.
mais le bonheur individuel est tout autant à construire. On le sait, on l'a répété à plusieurs reprises, la formule de mon et de notre bonheur, c'est un oui, un non, une ligne droite, un but. Insistons sur mon. Dans Aurore, Nietzsche insiste au paragraphe 108, « À l'individu, dès lors qu'il cherche son bonheur, on ne doit pas imposer de prescription sur le chemin qui y mène, car le bonheur individuel procède de lois propres à chacun, et que tout s'ignore, il ne peut qu'être empêché et entravé par des prescriptions venues du dehors. Les prescriptions que l'on appelle morales sont en vérité dirigées contre les individus et ne visent absolument pas leur bonheur. Ces prescriptions se rapportent tout aussi peu au bonheur et au bien-être de l'humanité, termes auxquels on ne peut aucunement associer des concepts rigoureux et qu'on peut encore moins utiliser comme étoile pour se guider sur le sombre océan des aspirations morales. » Que faire alors ? Il ne s'agit pas de s'adonner à l'arbitraire individuel ou de s'enliser dans le laisser-aller. Quelle discipline personnelle mettre en pratique afin d'augmenter sa force, afin d'augmenter sa puissance ? Le bonheur individuel n'invite pas, par principe, à rechuter dans les plaisirs bas qui neutralisent l'existence au lieu de l'intensifier. On peut faire référence à Ecce Homo, ouvrage de 1888, au sein duquel Nietzsche écrit « Il est une question qui m'intéresse tout autrement que la question de l'existence de Dieu, et dont le salut de l'humanité dépend beaucoup plus que de n'importe quelle curiosité pour théologien. C'est la question de l'alimentation. Pour plus de commodité, on peut se la formuler ainsi. C'est pas simplement qu'est-ce qui est bon pour le ventre. Hein. Comment au juste dois-tu, toi, t'alimenter pour atteindre au maximum de ta force ? Et dans Ecce Homo, un autre passage, dans Pourquoi je suis si sagace, Nietzsche prend très au sérieux ces petites choses que sont l'alimentation, on vient de le dire, le lieu où l'on doit vivre, le climat propice à notre santé et la question du délassement. Qu'est-ce qu'on fait quand on se délasse ? Que lire ? Qui fréquenter ? Quelle musique écouter ? Ça, c'est très important pour Nietzsche. Ces petites choses supposées, présumées, ne sont pas anecdotiques. Elles permettent de se construire sur le mode de l'augmentation des possibles, donc dans la perspective de la croissance de la puissance, autrement dit, dans la perspective de l'élévation, ici. Qu'en est-il alors du bonheur collectif? On vient de parler du bonheur individuel, du délassement, du lieu dans lequel je dois vivre, du climat qui me serait propice et de l'alimentation. Et collectivement, qu'est-ce que ça donne? Là, on peut faire référence au paragraphe 44 de Par-delà bien et mal. Nietzsche s'y attaque aux idées modernes. On y faisait allusion tout à l'heure. Les hommes qui diffusent ces idées modernes se caractérisent par, je cite, le penchant fondamental à voir dans les formes de la société ancienne telle qu'elle a existé jusqu'à présent, en gros, la cause unique de toute misère et de tout échec de l'homme, en quoi ils réussissent avec brio à mettre la vérité à l'envers. Ce à quoi ils aimeraient tendre de toute leur force, c'est la généralisation du bonheur du troupeau dans sa verte prairie, avec pour tout le monde sécurité, absence de danger, bien-être, allègement de la vie. Les deux chansonnettes et doctrines qu'ils entonnent le plus généreusement s'appellent égalité des droits et compassion pour tout ce qui souffre, et ils tiennent la souffrance elle-même pour quelque chose qu'il faut abolir. Bon, là encore un texte très caustique, agressif, hein, au sein duquel Nietzsche parle du bonheur du troupeau. On peut aborder cette notion de bonheur du troupeau, Herde ici, en allemand. Selon Nietzsche, les idées modernes, c'est-à-dire le socialisme, l'anarchisme, cherchent à protéger les hommes de l'injustice en proclamant l'égalité juridique et en compatissant face aux souffrances. La souffrance elle-même étant tenue pour une injustice fondamentale. Mais pour Nietzsche, faut-il protéger ou aguerrir, fortifier ? Protéger, ce serait tenter de neutraliser le déploiement de la puissance, qui est pourtant le moteur de la vie. Pour Nietzsche, la vie est volonté de puissance, et le bonheur collectif doit entériner ce fait. Volonté de puissance, Wille zur Macht.
Là, vous avez un paragraphe qui est très brutal, hein, très difficile à lire, il faut reconnaître. Hein. C'est le paragraphe 259. On peut lire le début au moins. S'abstenir mutuellement de se blesser, de se faire violence, de s'exploiter, mettre sa volonté et celle d'autrui sur un pied d'égalité, cela peut produire, en un certain sens grossier, de bonnes manières entre individus, si les conditions sont réunies pour cela, à savoir s'ils possèdent effectivement une quantité de force et des critères de valeur semblables, et s'ils font partie d'un seul et même corps. Mais sitôt que l'on voudrait étendre ce principe, et même, si possible, en faire le principe fondamental de la société, il se montrerait immédiatement pour ce qu'il est, volonté de nier la vie, principe de désagrégation et de décadence. Donc, voilà, hein, on a cette idée qu'on en revient à une forme de naturalité, quoi, hein, que nous montre la nature, tout autre chose que l'égalité. Je poursuis la lecture. Il faut ici penser radicalement jusqu'au fond des choses et se défendre de toute faiblesse sentimentale. La vie même est essentiellement, il souligne, hein, appropriation, atteinte, conquête de ce qui est étranger et plus faible, oppression, dureté, imposition de ses formes propres, incorporation et à tout le moins, dans les cas les plus tempérés, exploitation. Alors on a des réticences morales à dire un truc pareil, et lui il prend à l'avance le contre-pied de nos réticences, mais pourquoi toujours employer ces mots empreints depuis des temps immémoriaux d'une intention de calomnier? En gros c'est comme ça. Bon. On peut regarder un petit peu plus bas, j'ai mis en caractère gras, peut-être oui. L'exploitation, toujours dans le paragraphe 259, hein, n'appartient pas en propre à une société pervertie ou imparfaite et primitive, elle appartient en propre à l'essence du vivant en tant que fonction organique fondamentale, elle est une conséquence de la volonté de puissance. Hein. C'est un petit peu plus bas. Voilà. Alors, on peut faire référence ici à la généalogie de la morale, donc deuxième traité, paragraphe 12. C'est la même idée, hein, si vous voulez. On se méprend sur l'essence de la vie, sa volonté de puissance. Ce faisant, on néglige la préséance principielle que possèdent les forces spontanées, agressives, expansives, interprétant de manière nouvelle, ordonnant de manière nouvelle et donnant forme. Bon, bref, au cœur de la vie, il y a de la violence, et ça, c'est le fait originel et fondamental. Nietzsche revendique ce qu'il appelle le réalisme, c'est-à-dire il se propose de voir la réalité conflictuelle en face. Donc, le bonheur collectif n'est pas le bonheur de chaque individu. Nietzsche valorise la hiérarchie, ça c'est très clair. Très tôt dans son œuvre, il a 28 ans lorsqu'il écrit ça, dans Les Tâches chez les Grecs, on voit ici... Pour que l'art puisse se développer sur un terrain fertile, vaste et profond, l'immense majorité doit être soumise à l'esclavage et à une vie contrainte au service de la minorité. Donc là, il ne recule pas devant des termes extrêmement forts. Alors évidemment, il parle des Grecs. Le titre de ce petit opuscule, c'est l'État grec. Mais en même temps, il se réapproprie ce schéma. On ne peut pas ne pas le voir, ça. Dans le paragraphe 258 de Par-delà bien et mal, il y a bien cette formule. La société n'a pas le droit d'exister pour la société, mais seulement comme soubassement et charpente permettant à une espèce d'être choisie de s'élever à sa tâche supérieure. Hein. Donc ça c'est très clair, et à ce stade, si on en reste là, il n'y a pas de problématisation du bonheur collectif. Le titre de cet exposé, c'est « Problématisation au pluriel nietzschéenne du bonheur », et on a envie de dire il n'y a pas de problématisation du tout. On est dans de l'idéologie là, d'accord ? Bon. Et donc, au moyen d'un tour de passe-passe rhétorique, Nietzsche appellerait bonheur le sentiment de jouissance ou d'exaltation que procurerait l'exercice débridé et décomplexé de la puissance comme libération sans contrôle des forces les plus dominatrices sur des configurations pulsionnelles plus faibles. Nietzsche se ferait le porte-parole d'une idéologie bassement dominatrice et fière de l'être. Et là, on aurait terminé l'exposé. Or, c'est plus complexe. Nietzsche propose des perspectives très différentes. Et c'est ça qui est étonnant, c'est la richesse de cette œuvre, quoi. Hein.
on suspecte l'idéologie et tout d'un coup, les problématisations affluent. Donc, à propos de la bienveillance et de l'amour, on a des textes dans l'œuvre de Nietzsche qui sont diamétralement opposés. C'est très, très étonnant. Je ne les lis pas, mais on peut voir, donc il y a 2 textes, bienveillance dans Humain trop humain, c'est le paragraphe 49, et puis un peu plus bas, si on peut descendre, vous avez bienveillance dans Le gai savoir. Vous avez donc 2 paragraphes qui portent exactement le même titre. On s'attend à ce que les contenus soient identiques. Or, ils sont diamétralement opposés. Si on peut revenir au paragraphe un petit peu précédent, merci, le paragraphe 49 donc, de Humain trop humain, oui voilà, c'est celui-là. Là, on a un Nietzsche de la délicatesse, un Nietzsche de la chaleur des rapports humains, où vraiment notre notion de bienveillance se retrouve dans ses propos. Qu'est-ce que c'est que la bienveillance? Donc j'ai souligné ces expressions d'amicalité dans les relations sociales, ce sourire de l'œil, ces poignées de main, c'est tout ça la bienveillance. Les petits riens qui font que l'on prête attention à l'autre avec sincérité, spontanément. Et j'ai mis en caractère gras le bon cœur, l'amabilité, la politesse du cœur, voilà, bon. Et ils vendent ces petites doses qui sont a priori minuscules, mais si importantes. Voilà. Mais il y a le paragraphe d'après, d'accord? Le paragraphe qui survient, si vous voulez, 4 ans plus tard, donc en 1882, bienveillance, et là, on n'a plus du tout ce Nietzsche de la chaleur humaine, on a un Nietzsche de la froideur, du réalisme biologique, qui accréditerait l'idée de conflictualité générale. Qu'est-ce que c'est que la bienveillance? Ben finalement, c'est de l'appropriation au niveau cellulaire, si vous voulez. Les cellules sont en conflit les unes avec les autres, et on va appeler ça bienveillance. Bon, donc là, il y a une forme d'ironie, si vous voulez, hein, mais on voit que dans l'œuvre, finalement, un même mot peut renvoyer à des analyses diamétralement opposées. Et ça n'est pas simplement un cas particulier sur la bienveillance, même chose pour l'amour. D'accord? Voilà. Die Liebe, l'amour, Lieben, aimer. En 1888, vous avez ici sur l'écran 3 tournures qui sont les mêmes, quoi. Hein. Nietzsche est très fier de sa formule, qu'il rôde d'un ouvrage à l'autre et qu'il réemploie dans sa correspondance avec Strindberg. Donc, qu'est-ce que l'amour? L'amour, dans ses moyens, la guerre, en son principe, la haine à mort entre les sexes. Bon, alors c'est peut-être un descriptif assez fidèle de l'économie domestique, hein, mais enfin, quand même, il y va fort, quoi. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Au cœur de l'amour, il y a la guerre. Bon. Alors là, on peut dire, d'accord, c'est à nouveau la logique de la puissance, le boum-boum martial et guerrier. Or, à l'échelle de l'œuvre, vous avez un paragraphe qui est magnifique. Hein. Il y a 2 paragraphes que je souhaiterais isoler de l'œuvre de Nietzsche, c'est le paragraphe 334 du Gai savoir et le paragraphe 276, des paragraphes magnifiques. Alors, le paragraphe 334, lisons-le. On doit apprendre à aimer. Voici ce qui nous arrive dans la musique. On doit commencer par apprendre à entendre une séquence et une mélodie, la dégager par l'ouïe, la distinguer, l'isoler et la délimiter en tant que vie à part. Il faut alors effort et bonne volonté pour la supporter malgré son étrangeté. Il faut faire preuve de patience envers son aspect et son expression, de charité envers ce qu'elle a d'étrange. Vient enfin un moment où nous sommes habitués à elle, où nous l'attendons, où nous pressentons qu'elle nous manquerait si elle n'était pas là. Et désormais, elle ne cesse d'exercer sur nous sa contrainte et son enchantement, et ne s'arrête pas avant que nous soyons devenus ses amants humbles et ravis, qui n'attendent plus rien de meilleur du monde qu'elle et encore elle. Mais ceci ne nous arrive pas seulement avec la musique. C'est exactement de cette manière que nous avons appris à aimer toutes les choses que nous aimons à présent. Nous finissons toujours par être récompensés pour notre bonne volonté, notre patience, équité, mansuétude envers l'étrangeté,
en ceci que l'étrangeté retire lentement son voile et se présente sous la forme d'une nouvelle et indicible beauté. C'est son remerciement pour notre hospitalité qui sème soi-même l'aura appris aussi en suivant cette voie. Il n'y a pas d'autre voie, l'amour aussi doit s'apprendre. On a ici un texte merveilleux avec un Nietzsche de l'accueil. Autant l'amour, si vous voulez, dans ses moyens, la guerre en son principe, la haine à mort entre les sexes, on voit bien comment l'amour peut être un amour de captation, où on impose ses formes sur quelqu'un, hein, on prend position dans l'emprise, en quelque sorte. Là, au contraire, on se déprend, d'accord, on s'offre un peu nu sur la banquise, quoi, comme ça, sans armes, hein, pour être réceptif. Être réceptif à l'autre dans son originalité, dans son étrangeté, dans sa singularité. Où est Nietzsche ? Il est dans ces deux textes qui sont pourtant diamétralement opposés. Hein ? Donc, d'un côté, un Nietzsche de la projection des forces les plus dominatrices, de l'autre côté, un Nietzsche philosophe de l'accueil. Comment comprendre ce grand écart ? D'accord ? On pourrait dire qu'on a affaire à une philosophie du Versuch. Versuch, l'essai, la tentative, l'expérimentation en allemand. Hein ? Est-ce que la philosophie n'est pas une espèce de laboratoire au sein duquel on aborderait des notions, des façons d'être, et on multiplierait les hypothèses comme ça, d'accord ? Sans prétendre unifier en un seul sens. Oui. Il y a bien cette logique du Versuch, moi c'est ce qui m'intéresse beaucoup chez Nietzsche, à titre de lecteur. Mais il y a bien une ligne directrice quand même. Et donc, rappelons la relation entre bonheur et puissance. Nietzsche réclame un oui, un non ferme pour surmonter les tergiversations typiques de l'homme moderne. Il réclame une ligne droite vers le but suivant, l'articulation de la grandeur et de l'élévation. Mais alors, de quelle grandeur parle-t-on ? La grandeur politique affichée peut consister en une imposture. Toute grandeur collective n'est pas forcément élevée. Nietzsche est en ce sens très critique à l'égard du Reich, à l'égard de l'empire de Bismarck, dans la mesure où cet empire valorise le patriotisme, le nationalisme et l'antisémitisme. Et Nietzsche s'en écarte. La grande politique claironnée par Bismarck est en réalité une petite politique. Petite au sens moral, car elle procède de la bassesse, de la convoitise, de l'avidité, plus de territoire, pour moi, pour nous. Petite aussi au sens géopolitique, car elle débouche historiquement sur une fragmentation en petits États que Nietzsche redoute particulièrement. Il n'empêche, Nietzsche n'est pas du tout un démocrate. Le paragraphe 57 de l'Antéchrist, par exemple, ça n'est qu'un exemple, dépeint une société très hiérarchisée, en droite ligne du paragraphe 259 de Par-delà bien et mal, consacré à la volonté de puissance que l'on a lu il y a quelques instants. On avait donné cette formule, je la répète, la société n'a pas le droit d'exister pour la société, mais seulement comme soubassement et charpente, permettant à une espèce d'être choisie de s'élever à sa tâche supérieure. Hiérarchie, très nette. C'est incontestable. Et en même temps, c'est toujours plus compliqué que ça chez Nietzsche. Il y a, par exemple, la réversibilité ponctuelle du commandement et de l'obéissance. On cite assez souvent ce fragment posthume de 1885. Je ne le lis pas, je vous le récapitule de plus loin. Au niveau biologique, interne, les forces, d'après Nietzsche, qui a beaucoup lu les biologistes de son époque, les forces échangent leur rôle au sein de l'homme. Hein ? Et donc, dernier moment de ce posthume, les maîtres doivent en quelque sorte doivent être à leur tour subordonnés, et dans des cas plus subtils, il leur faut temporairement échanger leur rôle. Celui qui commande d'ordinaire doit pour une fois obéir. Hein ? Donc, voilà, hiérarchie, mais pas forcément figée. D'accord ? Bon, à tout le moins, on peut considérer que la grandeur n'est pas le triomphe de l'expansion débridée
indiscipliné, dont la source serait l'avidité, la convoitise la plus incompressible. La grandeur est indissociable d'une noblesse, non pas sociale, mais d'une noblesse spirituelle. C'est ce que Nietzsche appelle l'élévation. Parce que les pulsions, même les plus agressives, se subliment. Sublimierung, la sublimation. Dans Humain trop humain, il y a cette formule, la contemplation désintéressée, elle pourrait provenir du vouloir animé par la convoitise. Donc parfois, si vous voulez, ce qu'il y a de plus bas, de plus agressif, peut se spiritualiser en ce qu'il y aurait de plus haut. Sublimierung, sublimation. Vergeistigung, spiritualisation. Presque tout ce que nous appelons culture supérieure, écrit Nietzsche dans le paragraphe 229 de Par-delà bien et mal, presque tout ce que nous appelons culture supérieure repose sur la spiritualisation et l'approfondissement de la cruauté. Voilà ma thèse. Bon. La cruauté produit de la souffrance. Tel est le prix à payer pour la croissance de la puissance. On objectera évidemment que cette position est scandaleuse, dans la mesure où celui qui souffre pâtit. Il endure une violence intolérable, insupportable. Mais Nietzsche, dans ce paragraphe 229 de Par-delà bien et mal, valorise tout autant la cruauté envers soi-même. Alors, cette cruauté envers soi-même, est-ce que ça relève de l'ascétisme ? Est-ce que Nietzsche s'oriente vers la mortification de la chair, par exemple ? Non. Nietzsche critique le pouvoir du prêtre ascétique dans la généalogie de la morale en 1887. Nietzsche ne soutient pas la rédemption par la douleur. Il y a un paragraphe, un extrait du Gai Savoir qui va dans ce sens. La douleur ne nous améliore pas moralement, mais elle nous approfondit. C'est la différence. La douleur, la souffrance constituent des dommages impliqués par la confrontation. Elles résultent d'opposition. Or, si la confrontation ou l'opposition est certes pénible, et même douloureuse, la confrontation, l'opposition, cela peut être fructueux. Et là, il y a un paragraphe, une formule vraiment décisive, c'est celle qui est au bas de l'écran, là, un posthume de 1887. La volonté de puissance ne peut se manifester qu'au contact de résistance. Elle recherche ce qui lui résiste. Ça, c'est peut-être l'une des formules les plus importantes d'aujourd'hui. La résistance peut faire souffrir, mais elle pousse au dépassement, Überwindung. D'où l'éloge du conflit, au sens général. On en arrive à la fameuse formule, en 2 fois. Crépuscule des idoles, tiré de l'école de guerre de la vie, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et puis dans Ecce Homo, ce qui ne le tue pas, l'homme de bonne constitution, le rend plus fort. Ça ne paye pas de mine, mais c'est très important. Tout individu ou tout corps politique n'est pas capable de devenir plus fort. Nietzsche n'écrit pas « ce qui ne tue pas rend plus fort ». Il écrit « ce qui ne me tue pas, ce qui l'homme de bonne constitution ne le tue pas, rend plus fort ». D'accord ? Et tout le monde n'est pas capable de cette croissance de la force. La faiblesse peut aller croissant. C'est bien le danger qui guette l'homme moderne. Et donc, pour accroître sa force, il faut déjà en posséder. Nietzsche ne propose aucune recette universelle pour accéder à un bonheur lié à la force, à l'expansion de force. Mais justement, le cours des forces n'est pas uniforme. La force peut fléchir, un affaiblissement peut précéder le regain, la réapparition, la renaissance, et ça, c'est ce que Nietzsche appelle la grande santé. La grande santé, donc, c'est évoqué dans le Gai Savoir au livre 5, c'est l'idée que finalement, on est passé par la maladie pour dépasser la maladie et produire en soi un regain de force. On revient régénérer de tels abîmes, écrit Nietzsche dans la préface du Gai Savoir. Le bonheur est donc lié à la puissance, à la croissance de la puissance qui surmonte la faiblesse, d'où l'allégresse. C'est la notion de Heiterkeit, très importante chez Nietzsche, qu'on pourrait traduire de différentes manières, mais aussi par allégresse. La Heiterkeit, c'est la sérénité joyeuse après la victoire. Elle désigne un sentiment de plénitude suite à l'épreuve qu'elle présuppose. C'est, si vous voulez une image, la mer d'huile
mais qui suppose la mer des montées préalablement. Hein, c'est le calme après la tempête, si vous préférez. Dans le paragraphe 343 du Gai Savoir, Nietzsche développe les conséquences de la mort de Dieu, et justement, vous avez ici, et cela sur l'écran en bas, finalement, la mort de Dieu, ça peut être l'occasion pour nous d'un regain de force et d'un bonheur. Hein, j'ai mis ça en caractère gras ici. Je conclus. Tout d'abord, bonheur et malheur sont de faux contraires. Vous avez le paragraphe ici 67 du Voyageur et son ombre, c'est-à-dire le tome 2, l'une des parties du tome 2 de Humain trop humain, où Nietzsche insiste sur le fait que nous avons l'habitude d'opposer des contraires, alors qu'entre ces contraires, il n'y a que des différences de degrés. Et ça vaut pour bonheur et malheur. Hein ? Je me réfère ensuite, pour terminer, au livre 4 du Gai Savoir. C'est un livre solaire, c'est un livre euphorisant. Je n'ai pas pu ne pas rédiger 4 études sur ce livre 4 du Gai Savoir, série en cours, mais parce que, tout simplement, ce livre 4 est vraiment extrêmement stimulant, très riche, débordant. Alors, qu'est-ce qu'on trouve, entre autres ? Paragraphe 338. La religion Nietzsche s'en prend à la religion du confort. Hein, la religion du confort. Ah, que vous en savez peu, vous. Vous, je vous avais dit tout à l'heure, hein, vous, qui est visé par ce vous ? Eh bien, en fait, ce sont les adeptes des idées modernes, on l'a compris, hein, qui visent le confort, en réalité, le bien-être, Wohlbefinden. Hein. Ah, que vous en savez peu au sujet du bonheur de l'homme, vous, les confortables et les gentils. D'accord ? Car bonheur et malheur sont deux frères jumeaux qui grandissent ensemble, ou comme chez vous, restent petits ensemble. D'accord ? Il faut vouloir souffrir pour pouvoir obtenir un bonheur plus grand, en quelque sorte. On s'oriente alors vers un acquiescement à l'existence en sa totalité. C'est ça, le paragraphe 276 du Gai Savoir, qui est l'un des deux plus beaux paragraphes de Nietzsche, à mon avis. Pour la nouvelle année, alors le livre 4 du Gai Savoir s'intitule Sanctus Januarius, c'est-à-dire Saint Janvier. Pour le mois de janvier, Nietzsche s'adresse ses vœux à lui-même. Bonne année Nietzsche, hein, se dit-il. Bon, il le fait en ces termes. Aujourd'hui, chacun s'autorise à exprimer son vœu et sa pensée la plus chère. Eh bien, je veux dire moi aussi ce que je me suis aujourd'hui souhaité à moi-même et quelle pensée m'est venue à l'esprit la première cette année. Quelle pensée doit être pour moi le fondement, la garantie et la douceur de toute vie à venir. Je veux apprendre toujours plus à voir dans la nécessité des choses le beau. Je serai ainsi l'un de ceux qui embellissent les choses. Amor fati, donc l'amour du fatum. Fatum, l'enchaînement causal, si vous voulez. À l'œuvre, enchaînement causal à l'œuvre dans le tout. Amor fati, que ce soit dorénavant mon amour. Je ne veux pas faire la guerre au lait, je ne veux pas accuser, je ne veux même pas accuser les accusateurs. Que regarder ailleurs soit mon unique négation. Et somme toute en grand, je veux même en toutes circonstances n'être plus qu'un homme qui dit oui. Ce oui au tout est également un oui à soi. Dans le Gai Savoir, au paragraphe 290, Nietzsche écrit « Une chose est nécessaire », c'est une reprise de l'Évangile selon Luc, hein. « Une chose est nécessaire, que l'homme parvienne à être content de lui-même, Zufriedenheit ». Dans cette perspective, que Nietzsche appelle de ses voeux, il y a surabondance de force. Et donc, l'homme moderne, là, s'il est capable de dire oui à la totalité de l'existence, il ne souffre plus alors de l'hypertrophie du sens historique. Il ressaisit ses connaissances historiques sans être terrassé, sans être accablé. D'où l'émergence du plus grand des bonheurs, paragraphe 337 du Gai Savoir. Détenir enfin tout cela, toutes ces connaissances qui pouvaient nous écraser quand on parlait du sens historique comme d'un poison, hein, ce sens possible de pharmacone. Détenir enfin tout cela, toutes ces connaissances, au sein d'une seule âme et le condenser en un seul sentiment. Voilà qui devrait produire un bonheur
que l'homme n'a pas encore connu jusqu'à présent, un bonheur de Dieu, débordant de puissance et d'amour, débordant de larmes et débordant de rire. Il y a du rire parce qu'il y a des larmes, c'est indissociable, hein, douleur et malheur. Enfin, bonheur et malheur, peine et plaisir, si vous voulez. Un bonheur de Dieu débordant de puissance et d'amour, débordant de larmes et débordant de rire, un bonheur qui, tel le soleil le soir, prodigue et répand continuellement dans la mer les dons de son inépuisable richesse et qui, comme lui, ne se sent jamais plus riche que lorsque même le plus pauvre des pêcheurs a encore pour ramer une rame en or. Ce sentiment divin s'appellerait alors humanité. Tel serait le bonheur nietzschéen, engendré par le oui général à la vie. Bonheur de la puissance altière, non la toute-puissance, mais l'acquiescement joyeux à l'inéluctable finitude. Je cite la généalogie de la morale, un extrait. Toutes les grandes choses périssent de leur propre fait, toutes les grandes choses, on est bien dans la grandeur est périssable. Toutes les grandes choses périssent de leur propre fait par un acte de suppression de soi. C'est ce que veut la loi de la vie, la loi du nécessaire, dépassement de soi, inhérent à l'essence de la vie. Hein? Donc, plénitude, débordement, finitude. Je vous remercie de votre attention.